OK, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter notre conférencier aujourd'hui, Monsieur Alejandro Di Luca. Okay? Ali qui a eu donc un bac en sciences atmosphériques en 2006 à l'Université de Buenos Aires, suite à quoi il a décidé de changer d'hémisphère et de faire sa maîtrise et son doc à l'UQAM. Il a terminé son doctorat en 2011. Suite à quoi, cette fois-ci, il a changé complètement de continent. Il est allé en France pendant 1 an et pour compléter son tour du monde, il a passé 7 années à Sydney, donc en Australie. Et finalement, il a choisi son endroit préféré pour venir s'installer. Il est venu à Montréal avec nous, à l'UQAM, je considère que c'est avec nous. Donc, il est prof au département des sciences atmosphériques depuis 2020. Donc, ça me fait vraiment plaisir de recevoir Alejandro Di Luca. De 45 minutes de présentation, puis ensuite, il y aura des questions. C'est bon? Ça marche. Merci, Dominique. Ça me fait plaisir aussi de présenter cette séminaire. Et ils m'ont donné l'opportunité de venir sur place et je l'ai pris volontiers. Voilà, je suis content d'être ici. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous voyez dans le titre, je vais présenter quelque chose qui est sur l'évaluation du modèle régional canadien du climat et à l'aide des mesures de covariance d'Ameriflox. Et voilà, on discutera pas mal qu'est-ce que c'est ça. Beaucoup de ce travail a été fait par d'autres gens que moi-même, en particulier Tim Whitaker et Elise Como. Et toujours, j'ai beaucoup d'aide de François Roverge. Et il y a des autres que je n'ai pas spécifiquement, mais qui ont aussi contribué. Alors, voilà, avec ça. Pourquoi? Alors, je commence vraiment très basiquement. Pourquoi et comment, en fait, on évalue des modèles? La question pourquoi on évalue des modèles, il y a probablement plusieurs réponses qu'on peut donner, et je donne deux ici. Une, c'est un peu la vue d'un développeur. C'est parce qu'on veut identifier des erreurs, et ces erreurs peuvent être beaucoup de choses, peut être des bugs dans les modèles. Et je sais qu'il y en a, quand on est étudiant et on commence à regarder des modèles, on pense que c'est des modèles qui n'ont pas des erreurs, ils n'ont pas de bugs. Et en fait, après, on apprend très rapidement qu'en fait, tous les modèles sont des bugs. Il faut tous seulement aller les chercher un tout petit peu plus fortement, éventuellement on les trouve. Mais aussi, il peut y avoir des erreurs qui sont reliées à la forme dans laquelle on représente certains processus de sous-échelle. Ça peut être des données entrantes, par exemple, comment on décrit la topographie et la couverture de sol, etc. Il y en a énormément de sources d'erreurs dans les modèles. Et la façon qu'un tout petit peu un développeur fait ça, c'est que c'est toujours en utilisant une donnée de référence, que c'est des observations. Et alors, on a une RCM qui c'est une version 0. On la compare avec des observations, ça nous donne une espèce d'epsilon, qui c'est une erreur 0. Et éventuellement, on fait certaines modifications dans les modèles et on génère une version 1, qu'on compare encore avec les observations, qui nous donne une epsilon 1 et qui génère une version une après l'autre. Et l'idée en arrière, c'est un tout petit peu que l'epsilon 2 est toujours plus petit que l'epsilon 1, qui est toujours plus petit que l'epsilon 0, et que si on continue à faire ça à l'infini, notre epsilon n va vers 0, alors les erreurs du modèle vont se réduire à rien. Évidemment, la vision est très théorique. En pratique, il y en a énormément de choses qui font que les choses ne se passent pas nécessairement comme ça. Mais c'est quand même un tout petit peu les concepts en arrière. L'autre vue, c'est plutôt la vue de l'usager. Et l'usager, des fois, aussi évalue les modèles, mais il le fait un tout petit peu différemment parce que ce qu'il est intéressé, c'est, en général, à établir si le modèle est capable de représenter, et ici, j'ai mis entre guillemets, raisonnablement bien. Tout le monde qui a lu des articles a lu qu'éventuellement, les auteurs ont dit et ces modèles représentent raisonnablement bien quelque chose. On ne sait vraiment rien du tout qu'est-ce que ça veut dire raisonnablement. Et en tout cas, des variables ou des processus physiques qui nous intéressent.
Dans ce cas, alors, un tout petit peu ce qu'on fait, c'est qu'on prend la version qu'on a du modèle, celle que quelqu'un nous donne. En fait, probablement, on prend les simulations qui ont été roulées avec une version donnée. On a une espèce d'erreur et après, on dit si epsilon est plus petit qu'un epsilon 6, c'est-à-dire un seuil voilà, qu'on peut peut-être déterminer, on dit on a confiance au modèle, on peut utiliser ce modèle pour simuler les processus de la variable qui nous intéresse. Si epsilon est plus grand qu'epsilon S, on n'a pas confiance au modèle, on doit rechanger les modèles et revenir. Ce qu'on fait très rarement, d'ailleurs. Mais il y en a quelques problèmes avec ça. Une, c'est qu'il n'y en a pas une moyenne objective de décider qu'est-ce que c'est l'epsilon S. Alors, quelqu'un peut dire peut-être 3 degrés, c'est correct pour moi. Pour l'autre, il va dire, moi, avec une erreur de plus de 1 degré, moi, je ne peux pas. Alors, ça dépend un peu de l'application. En fait, il n'y a pas une moyenne objective de décider qu'est-ce que c'est epsilon S. Et on ne sait pas non plus si l'erreur epsilon, et ça c'est vraiment pour moi un petit peu encore plus clé, c'est que si nous, on cherchait à avoir un modèle qu'on a confiance et on peut l'utiliser pour, par exemple, les projections futures, on ne sait pas si notre epsilon nous dit quelque chose sur l'habilité de notre modèle à faire des prédictions ou des projections futures de certaines variables de processus physiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vraiment on ne sait pas exactement quel est le target, qu'est-ce qu'on veut évaluer qui nous disent des choses par rapport à notre confiance au futur. Mais en tout cas, peut-être une façon très basique de se poser la question, c'est entre évaluer des variables et évaluer des processus physiques. Et personnellement, j'aurais une tendance à dire que dans les cas des projections climatiques, ce qui nous intéresse encore de plus, c'est d'être capable de dire si le processus physique, si la physique en arrière est bien représentée, plus que si on arrive à avoir, par exemple, les 43,2 qui a donné la température maximale à Montréal à un moment donné. Et de regarder en détail les processus physiques nécessite des analyses en général multivariées. Et possiblement, si on veut vraiment regarder les processus dans l'atmosphère, par exemple, il faut aller à des résolutions qui sont au moins plus fines que l'échelle journalière. Et alors, on a besoin de données à assez haute résolution de progrès. Tout ça, c'est juste un tout petit peu pour introduire quel est l'objectif de la présentation. Il y en a un tout petit peu deux. Un, c'est de vous présenter des données non traditionnelles. Peut-être pour certains sont tout à fait traditionnels, peut-être pour certains ne le sont pas, qui peuvent être utilisés pour évaluer des modèles climatiques, mais après, il y a un petit peu plus d'une perspective processus physique. Et l'autre partie, ou l'objectif, c'est que je vous montrerai alors des résultats préliminaires sur deux études qu'on est en train de faire, ou qu'on a commencé ça fait quelques temps. Et un qui regarde l'évaluation des vents près de la surface, qui a été fait par Tim Whitaker, c'était un stagiaire avec nous. Et l'autre qui regarde l'évaluation du bilan d'énergie à la surface, aussi fait par un stagiaire, Elise Combe. Alors, qu'est-ce que sont les données d'Ameriflax? En fait, les réseaux Ameriflax, il y a à peu près presque 600 sites dans toute l'Amérique, Amérique du Sud, du Nord et centrale, même si la plupart sont sur l'Amérique du Nord, en particulier sur les États-Unis. C'est un réseau qui a été créé, ça fait très longtemps, et ils sont différentes façons de donner les données. Un, c'est une set de données qui est un sous-ensemble de données totales qui s'appelle Ameriflax Base. C'est ça qu'on utilise ici, qui sont disponibles selon une copyright spécifique, mais en tout cas, il comprend à peu près 310 sites dans toute l'Amérique. C'est des données qu'alors on peut s'enregistrer pour devenir membre et les downloader, les télécharger gratuitement. En tout cas, et les utiliser et les retravailler comme on veut, parce que avec selon cette copyright en particulier.
Alors, vous pouvez aller regarder, il y en a beaucoup plus d'informations sur le site d'Ameriflox, qui est ici, pas seulement pour downloader les données, mais voir qu'est-ce que c'est ces données en particulier. Alors, vous voyez à droite un tout petit peu la carte avec les sites qui sont disponibles. Alors, les données Ameriflox, il y en a plusieurs types de données. Il y en a des données complètement standards, comme des mesures de température à 2 mètres, des mesures de précipitation, des mesures des autres variables assez standards. Mais il y a aussi des variables qui sont un tout petit peu non standards et non traditionnelles, qui sont en particulier, en tout cas en particulier ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont des données des flux turbulents verticaux en utilisant des tours de flux à covariance, eddy covariance en anglais. Je ne sais pas si on traduit ça exactement en français. Mais en tout cas, on voit la photo à gauche qui nous montre un anémomètre sonique. Et en gros, on mesure les vitesses à très haute résolution temporelle, 10 Hertz, alors 10 fois par seconde à peu près. Et on mesure aussi des autres variables scalaires comme la température, l'humidité, des gaz, des autres gaz comme les CO2, etc. Et ça nous permet d'estimer directement les flux verticaux. C'est l'unique façon, ou en tout cas l'unique façon qu'on utilise aujourd'hui pour mesurer directement ces flux-là. On va revenir, mais comme vous le savez, ces flux-là sont rencontrés pour représenter l'atmosphère et la surface. Alors en particulier, on a des mesures directes des flux de vapeur d'eau, de flux de chaleur sensible, des flux de quantité de mouvement. Deux remarques. La liste des variables disponibles dépend du site. Pas tous les sites ont toutes les variables. Ça va être évident très rapidement. Deuxième remarque, c'est je ne suis pas en train de rien inventer. Ces données ont été déjà utilisées beaucoup pour évaluer des modèles. J'inclus ici quelques références, mais il y en a certainement beaucoup plus. Allez. Même, oui. Est-ce que tu as de l'information sur les variables de surface eux-mêmes, mettons la température du sol, l'humidité, oui, tout ça? Oui, effectivement. Alors, il y en a pas toujours, mais encore une fois, il y en a certains qui vont avoir température, skin temperature à différentes profondeurs. Ils vont avoir des fois des vitesses de vent à différentes hauteurs, mais pas tous. Ça dépend vraiment de la variable. Et ici, en fait, ça va montrer un tout petit peu ça parce que si on fait un petit exercice, par exemple, je m'intéresse au domaine Cordex Amérique du Nord et je demande à cette base de données combien de données vous savez si je vais avoir, par exemple, des variables qui sont pour caractériser les vents près de la surface. Ces variables sont les vents à 10 mètres, ou en fait les vents, la vitesse de vent, la vitesse de frottement, et les paramètres de stabilité de mon Inobuco, et les flux de chaleur sensible et latente. Si je vais avoir ces 5 variables, alors je regarde dans la période 2015-2020, il y en a 600, et on voit qu'il y en a 55 stations qui me donnent au moins un an sur ces 600. OK? Il y en a 29 stations qui me donnent 300 sur ces 600. Et il y en a 0 stations qui me donnent 50 sur les 600. Si je regarde des variables qu'on pourrait s'intéresser au bilan d'énergie à la surface, alors par exemple, je demande d'avoir toutes les variables de rayonnement, ondes courtes, ondes longues, outgoing et incoming. Et je demande aussi les flux turbulents sensibles et latentes. Alors, dans ces cas-là, si je demande un an sur la période de 2015-2020, j'obtiens 22 stations. Et j'obtiens 14 en 300 et une station unique qui me donne 50 de données sur les 600. Alors, vous voyez bien, il y a des 300 et quelques qu'on avait, on a vraiment tombé en ordre de grandeur, mais en plus, ce ne sont pas nécessairement des mesures qui sont continues dans une période longue de temps. C'est vraiment des observations qui sont très hétérogènes dans l'espace et dans le temps. Mais bon, par exemple, si vous prenez un an sur les 600 pour les variables de vent près de la surface, vous avez 157 ans de données horaires. En fait, vous avez des données à 30 minutes. Alors, c'est quand même beaucoup de données.
Et juste pour vous montrer la répartition dans l'espace des variables, de ces variables ici, les deux stations, par exemple, qu'on obtient pour le bilan d'énergie, vous obtenez ça. Clairement, ce n'est pas très représentatif de l'Amérique du Nord au complet, encore une fois. Ça représente ce qui représente, qui est assez limité. Et en tout cas, on pourrait revenir. Modèle. Alors, ça, c'est les données que j'utiliserai. Les modèles qu'on utilise, c'est les modèles qu'on appelle MRCC6 GEM5. C'est la version la plus récente du modèle régional canadien du climat. Alors, ce modèle est basé sur la version 5 du modèle GEM, Global Environmental Multiscale Model, qui est la composante atmosphérique du modèle canadien qui est utilisé pour la prévision à tous les échelles. Dans notre cas, le MRCC6 GEM5 alors est couplé avec les modèles de surface classe et aussi couplé avec les modèles F-Lake pour les lacs. Et dans cette présentation, en fait, on va montrer des résultats seulement pour la version à 12 km qui est tournée sur les domaines Cortex Amérique du Nord. Comme vous voyez dans la figure, en fait, c'est les domaines en vert de toute la région ici. En fait, c'est pour des raisons assez claires, ces questions se limitaient par exemple à la version à plus fine résolution. En fait, on n'avait presque pas de station. Et toutes les simulations qu'elles montrent sont pilotées par RA5 avec du pilotage spectral pour les vitesses de vent et de température. Et ici, j'ai inclus, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être certains ici qui étaient intéressés à voir qu'est-ce que ça a changé depuis, par exemple, la dernière version de MRCC5. J'espère ne pas faire des erreurs, mais c'est tout à fait possible que j'en ai fait. Mais en tout cas, on a MRCC5 qui était la composante atmosphérique qui était GEM 3.3. Et nous, pour l'instant, on a comme utilisé plusieurs versions, mais en tout cas, je montrerai surtout les 5.0 et les 5.1 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé? En fait, la version 5 a changé pas mal tout ce qui est le nombre de niveaux verticaux et la discrétisation verticale. Alors, on est maintenant, par exemple, à 71 niveaux verticaux, et on avait 56 avant. Les niveaux thermodynamiques les plus bas, il est à 10 mètres, avant il était à 40 mètres. Et en fait, on a une résolution verticale près de la surface qui est supérieure à celle qu'on avait avant. Et le schéma de condensation de Sandquist peut être remplacé avec celle des schémas microphysiques de P3. Il y a plusieurs changements qui ont été faits au niveau de la convection profonde. Il y a aussi des changements qui ont été faits dans les calculs de la longueur d'avalanche pour la représentation de la couche limite, qui est toujours en TKE avec une fermeture de 1.5. Les 5.1, par exemple, il y a des changements qui sont assez relevants pour cette étude-là, parce que, comme vous savez, c'est dans la couche de surface qu'on calcule les couches, les flux turbulents avec la surface. Et en fait, la dernière version, la 5.1, il a une limite inférieure pour la longueur de Bukov, qui remplace la limite de vitesse qu'on avait avant. Alors, pour des régimes très, très stables, on avait une limite dans la vitesse pour que la vitesse ne tombe pas. Au lieu d'utiliser ça, maintenant, on impose une certaine longueur de Bukov minimale. Et voilà. Et après, il y en a certains changements au niveau des classes. MRCC5 utilisait les codes de classe 3.5. Nous, on utilise ici classe 3.6. On a un nombre inférieur de couches et la limite inférieure, la profondeur est de 10 mètres au lieu de 60. Il y en a certains aussi, choses qu'on a trouvées, surtout quand en faisant l'évaluation des vents et des choses comme ça. Par exemple, les fonctions de stabilité étaient codées, hard-coded dans classe. Ça veut dire que si on changeait dans GEM les choix des fonctions de stabilité, que c'est quelque chose qu'on peut jouer avec, en fait, ça ne changeait rien dans la classe, alors ça a été modifié. Il y a des autres aspects comme la profondeur du sol rocheuse, des autres petits changements qu'on a fait. Ah, OK. Allez. Oui. C'est la dernière. Non, je vais vous montrer les résultats pour les deux. Oui.
Allez, donc, je vois que tu es passé, donc les flux sont maintenant calculés par gem. Ça calcule tous les flux par gem. Là, tu as juste la vapeur. Tous les flux. Tous les flux. Ouais. Ça s'appelle SFC Layer, que c'est les modules de GEM qui fait les calculs. Et voilà, on passe, classe va appeler SFC Layer. Alors, il est, pour n'importe quelle surface, en fait, la façon de calculer les flux est la même qu'avant. Si on changeait la fonction de stabilité, alors sur l'eau, il allait calculer avec une fonction de stabilité et sur la Terre, une autre. Alors maintenant, il est consistant dans ce sens-là. OK. Alors, on commence avec quelques résultats. Et premièrement, on va regarder un tout petit peu les vents près de la surface. Et en fait, ce schéma, c'est Tim qui a fait ce schéma. J'aime beaucoup ce schéma parce qu'il nous montre en fait comment ça devient compliqué d'estimer et d'essayer de comprendre quelles sont les erreurs dans la couche limite. En fait, vous savez, par exemple, ici, la vitesse, et vous savez des flèches qui relient la vitesse avec des autres variables qui influencent la vitesse de vent. Alors, vous savez la vitesse de vent ici, vous savez que la vitesse de frottement, si on augmente la vitesse de frottement, alors la flèche rouge nous dit qu'elle va augmenter aussi la vitesse de vent. Ici, c'est les paramètres de stabilité, 7 sous l'aile, pour ceux qui se rappellent. Et ici, c'est la longueur de rugosité. En gros, la vitesse est influencée par ces trois variables seulement. Et l'équation qui décrit quelle est la vitesse à 10 mètres, par exemple, est donnée par celui-là. Il est proportionné la vitesse de frottement. Il y a la longueur de rugosité qui va jouer et il y a la correction de stabilité. Dans le cas neutral, alors ce terme, il est 0 et on obtient la relation logarithmique ou la variation logarithmique du vent avec la Terre. Mais ce qui est, en fait, en principe, il y en a trois variables, peut-être ça va être assez simple, mais en fait, si on change la vitesse va aussi influencer la vitesse des frottements. Et la vitesse des frottements elle-même, elle va influencer les paramètres de stabilité. En fait, les paramètres de stabilité, qui est 7 sur L qu'on voit ici, il est influencé par l'UE, qui est en même temps influencé par les flux de flottabilité qui est donné par H et LE. Alors, ce n'est pas très important de voir comment les directions des flèches, etc. Mais on voit très bien que dès qu'on change un, on change l'autre. Celui-là, il va aussi changer la même, etc. Alors, on a des relations très non linéaires. Et la question qu'on se pose alors, c'est on veut savoir si le modèle est capable de bien simuler, en principe, les vitesses de vent U, mais aussi les variables clés, comme par exemple la vitesse de frottement ou les paramètres de stabilité, qui déterminent qu'est-ce qu'on obtiendra comme vitesse U. Alors, quelles sont les données que finalement on utilise dans ces cas spécifiques? Quand on demande les variables associées aux vitesses de vent, on obtient 32 tours dans l'Amérique du Nord qui sont distribués selon la carte que vous voyez ici. Et en fait, ça, c'est pour des tours qui ont au moins 6 mois de données pour l'année 2015. En fait, au début, on avait fait des simulations relativement courtes d'un an, de 2015, et l'année 2015 avait été prise parce que c'est l'année qui a le plus de données d'Amérique Flax. Pour des raisons que je n'ai pas expliquées, à partir de 2015, on a une diminution du nombre de stations qui publient ces données-là, ou qui font les mesures. Vous voyez aussi qu'il y en a plusieurs sites qui ont en fait plus d'un tour. En fait, on ne les voit pas très bien, mais il y en a certains croix qui sont une à côté de l'autre, et ce sont des sites qui ont plusieurs tours. Les mesures de vitesse de vent, en fait, ne sont pas toujours standardisées à 10 mètres. Il y en a beaucoup de stations qui vont faire des mesures à des autres hauteurs que 10 mètres. Alors, on fait une correction pour les standardiser à 10 mètres parce que nous, on utilise la vitesse du vent du modèle à 10 mètres. Et les mesures sont initialement à 30 minutes, mais on les interpole à une fréquence horaire. Et au niveau des modèles, pas grand-chose à dire. Ce qui est important, c'est qu'on prend les points de grille les plus proches pour chacune des stations. Et pas seulement ça, on prend les mêmes dates, heures,
que les données des stations nous sont, on a des données et on masque tous les restes. Ça fait qu'à la fin, on a exactement le même nombre de données pour Ameriflux que pour les modèles. On a choisi exactement les mêmes dates, heures et les mêmes les points de grille les plus proches. Alors, quelques résultats. En fait, à gauche, vous voyez les résultats des vitesses, c'est une fonction de densité pour les modèles, la version 5.0 du modèle. Et à droite, vous savez la version 5.1 du modèle. La petite C ici, ça veut dire qu'elle a été couplée avec classe. Et del, ça veut dire que la fonction de stabilité est de l'H. Ce n'est pas important pour le moment. Et MO, ça veut dire qu'en fait, celui-là n'utilise pas une limite pour la vitesse. Une limite inférieure pour la vitesse, mais une limite inférieure pour la longueur de mon inno. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux modèles, en rouge, on a Ameriflux et en noir, on a les modèles. En fait, ce qu'on montre, c'est la racine carrée de la vitesse à 10 mètres. Alors, en gros, ça nous donne une gamme de valeurs de l'ordre de 20 mètres par seconde, alors 80 km/h. C'est le maximum de vitesse autour de 80 km. Et ce qu'on voit, c'est que les deux modèles tendent à surestimer les vitesses de vent. Et on voit très bien que la version 5.1, il surestime d'une façon plus prononcée que la version précédente. Si on regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe, pas avec les vitesses, mais avec les vitesses de frottement, en fait, on voit que quand vous montrez ça, vous devez choisir un des deux modèles, vous choisirez probablement la version 5.1 du modèle, qui a un PDF qui est plus proche que celle qu'on obtient avec Ameriflux. Et là, c'est déjà quelque chose de très intéressant, et en fait, ce n'est pas surprenant, c'est très classique. On obtient de bons résultats, même si les variables qui déterminent cet autre ont des erreurs qui semblent plus importantes. Et ça va m'amener un tout petit peu après à dire comment, en fait, ça parle un peu de la compensation des erreurs. Et on peut utiliser la variable L, c'est-à-dire les paramètres de stabilité, pour séparer des cas stables et des cas inestables. Et si on fait ça, alors on a toujours à gauche la version 5.0 et à droite la version 5.1. Et on a en haut les cas inestables et en bas les cas stables en utilisant les signes de paramètres de stabilité, tout simplement. Alors, ce qu'on voit, c'est très clairement, les deux versions du modèle font pas mal la même chose pour les cas inestables. C'est quelque chose qu'on s'attendait parce que la modification qui a été introduite, c'était vraiment pour gérer les cas très stables. Alors ça, on le voit très bien. En fait, on voit que la performance du modèle pour les vitesses du vent, il est tout à fait correct pour les cas inestables. Par contre, pour les cas stables, on voit que les deux, ils performent un peu moins, ils performent moins bien. Et on voit en particulier l'erreur reliée à la version 5.1 avec la nouvelle introduction de la limite de Monino. Et on peut regarder exactement la même chose pour les vitesses de frottement. Et le message est un tout petit peu similaire. Encore une fois, les deux versions produisent des résultats très semblables pour les cas inestables, mais les résultats sont drastiquement différents dans les cas stables avec la nouvelle introduction. Encore une fois, on voit que même s'il y en a certains erreurs, par exemple, CEPIC est clairement un peu exagéré, il n'arrive pas à produire des vitesses de frottement trop faibles dans les cas des 5.1, on voit que la distribution est quand même beaucoup améliorée en général. Mais ça n'amène pas à avoir des vitesses qui sont plus proches. Ça, c'est un des travaux. L'autre travaux que je vais vous présenter, c'est en regardant des variables du bilan d'énergie à la surface. En fait, si on regarde en termes de données, alors ce qu'on a maintenant, c'est encore moins de variables parce qu'on demande toutes ces variables-là. Alors, tous les termes de rayonnement, short wave in, out, long wave in et out,
chaleur sensible et chaleur latente. Et des fois, en fait, on a fait des tests aussi en demandant le flux au sol. G. Mais ça tombe, il y en a encore moins de variables qui mesurent G. Alors, les résultats qu'on montre, ce sont avec 100 G, en fait. Et en fait, mais c'est un tout petit peu différent. Maintenant, on regarde des stations qui ont au moins un an de données sur la période 2015-2020. Alors, en fait, ces cas, je l'avais montré, on a 22 stations. Si vous regardez dans la carte, il semblerait qu'il y en a beaucoup moins de 22. La raison, c'est qu'il y en a beaucoup, encore une fois, des sites qui ont plus d'un tour, alors qu'ils nous donnent différentes mesures, mais ils vont échantillonner, on va dire, les mêmes climats. On utilise 3 versions du modèle et la façon qu'on match ces stations avec les modèles est exactement la même qu'avant. On prend les points de règle les plus proches des observations, on prend seulement les dates et heures pour lesquelles on a des observations dans l'Amérique. Alors, un petit rappel sur les bilans d'énergie à la surface. L'équation qui décrit les bilans d'énergie à la surface est ce qui rentre de ce qui sort, en gros. Et alors, ce qui rentre peut être de rayonnement d'ondes courtes, de rayonnement d'ondes longues. On a aussi les flux de chaleur sensibles, les flux de chaleur latente, les flux vers le sol, c'est ce qui est perdu dans la couche près de la surface vers le bas. Et on a aussi éventuellement une delta Q qui peut changer la quantité de chaleur que la couche près de la surface absorbe. Et on fait souvent, on définit un terme de rayonnement net qui est tout simplement la somme de tous les termes d'ondes courtes, d'ondes longues. Et alors, une façon des fois qu'on interprète cette équation, c'est que la quantité de rayonnement net qui est disponible, il va déterminer quels sont les signes et valeurs des flux de l'autre côté de l'équation. Alors, cette équation, il y a clairement, même si facile à comprendre, elle est très compliquée parce qu'il y en a déjà, vous voyez, beaucoup de variables. Et en fait, ces variables dépendent de beaucoup de choses. Par exemple, vous prenez le rayonnement net, il dépend clairement des nuages. Il dépend des nuages, mais pas seulement des nuages en général, mais la hauteur des nuages va être clé, va affecter différemment l'onde courte, le son de longue, la densité des nuages, etc. Il dépend évidemment de l'heure et la date de l'année, parce qu'on a une saisonnalité, une onde cycle diurne. Il dépend évidemment de la latitude. Va dépendre aussi de l'émissivité et l'albédo de la surface, c'est-à-dire du type de sol qu'on a. Si vous prenez LE, par exemple, la chaleur latente, mais qui éventuellement va affecter les autres, parce que si on change LE, on changera par exemple le flux de chaleur sensible, mais LE dépend fortement de l'humidité du sol. C'est trivial, mais s'il n'y en a pas d'humidité du sol, LE est 0. Alors, si on est dans le désert, on a une variable de moins. Mais si dire que dépend de l'humidité du sol, ça veut dire que dépend de la précipitation. Alors, quand on veut évaluer comment un modèle fait les bilans d'énergie à la surface, comment on fait pour c'est un peu indépendiser des erreurs qui peuvent être reliées, par exemple, à la précipitation du modèle. Ce n'est pas ça qu'on veut évaluer. Nous, on veut évaluer si, à des circonstances données, les flux que les modèles nous donnent, ce sont les flux qu'on observerait. Mais évidemment, s'il n'a pas plu et l'autre est un d'humidité du sol et l'autre n'en a pas, il ne va pas nous donner les bons flux. Mais ce n'est pas parce que la surface, la représentation de la couche limite est mauvaise. C'est juste parce qu'on n'a pas les bons forçages externes. Alors, une façon peut-être un peu simpliste de faire ça, c'est à gauche, on a ici la variation, l'évolution temporelle des flux de chaleur sensible pour très schématiser, comme vous voyez très bien, en fait, pour 3 points donnés. Ça pourrait être 3 points dans l'espace sur l'Amérique du Nord. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mapper ces flux de chaleur sensible
Alors, si vous venez ici et vous oubliez en fait les termes de G et les termes de delta Q, parce qu'on n'a pas de mesures de toute façon, si vous oubliez ces deux, il nous reste trois variables, rayonnement net, chaleur latente et chaleur sensible. Et ce que j'ai fait ici, alors, c'est que je vais mapper les flux de chaleur sensible en fonction des flux de chaleur latente et du rayonnement net. On fait une espèce de binning dans lequel on va prendre le rayonnement net peut varier entre une valeur minimale et une valeur maximale. On va séparer ces gammes dans une dizaine de catégories, par exemple en utilisant des percentiles. Je m'assure qu'à chaque catégorie contient une dizaine de toutes les données. Et on fait la même chose avec les chaleurs latentes. Et alors, ça va nous donner en fait, il y en a certains régimes, comme je les appelle, c'est des régimes avec différentes chaleurs latentes et rayonnement net. Et l'occurrence, on aura un nombre donné d'événements qui se passent à chacun de ces régimes. Et pour ça, chacun de ces régimes, on aura une intensité moyenne de flux de chaleur sensible. La question que j'essaie de répondre en faisant ça, c'est si le modèle a la bonne évaporation et le modèle a le bon rayonnement net, est-ce qu'il nous donne la bonne réponse? Est-ce que s'il est dans le même régime de chaleur latente et le même régime de rayonnement net, il me donne la bonne valeur de chaleur sensible? C'est ça la question qu'on veut répondre et c'est pour ça qu'on fait ce mapping entre une vision géographique, temporelle et cette nouvelle. Et en fait, par exemple, comme il y a un nombre d'événements pour chaque régime et il y a un flux de chaleur sensible moyenne pour chaque régime, les flux de chaleur sensible total pour chaque régime est tout simplement le nombre de fois qu'on a un événement fois la moyenne dans ces régimes-là. Et c'est exactement ce que je montre ici. Alors, ici, j'ai pris les données de... OK, j'ai fait une petite erreur, oubliez ça. En fait, les données d'Ameriflax. Et on a ici, c'est la chaleur totale associée à différents régimes de chaleur latente et rayonnement net. Et ça, c'est égal au produit entre le nombre de fois que le régime s'est produit et l'intensité moyenne de ces régimes-là. Alors, vous voyez que l'occurrence des régimes, c'est si on a des rayonnements nets qui sont négatifs, très négatifs, on a un flux de chaleur latente très faible. Si on a un rayonnement net qui est très fort, on a en général des flux de chaleur latente très forts. Alors, la plupart des données, des régimes, se produisent en la diagonale de ces deux variables. Si on regarde maintenant l'intensité moyenne, on voit très bien que pour des rayonnements nets très faibles, on a des intensités de flux de chaleur sensible très faibles. Tout à fait. En fait, ici, ce sont des valeurs négatives. Alors, les flux de chaleur sensible, il va de l'atmosphère vers les sols. Dès qu'on a des rayonnements nets, c'est-à-dire on est au milieu de la journée qu'on n'a pas de nuages, et on a des rayonnements nets très positifs, on a des flux de chaleur sensibles bien plus importants. Et c'est pas mal indépendant de qu'est-ce qui se passe avec les flux de chaleur latents. Alors, évidemment, on peut faire ça pour les données stations, on peut faire ça pour les données modèles. Et après, on a le résultat pour les modèles, on a les résultats pour les observations. On calcule l'erreur comme d'habitude. Alors, on fait modèle moins observation. Et comme c'est le produit de deux variables, on peut réexprimer cette erreur totale selon trois erreurs. Une erreur qui est reliée au delta DH moyenne, c'est-à-dire que celui-là, il nous dit, OK, si on a la fréquence observée, c'est l'erreur qu'on a dans l'intensité moyenne de flux de chaleur sensible. Le deuxième erreur, il est relié à l'erreur qu'on a dans les régimes eux-mêmes. Si on a une mauvaise fréquence de régime, pour une raison donnée, on produit trop ou trop peu de certains régimes, on a aussi une erreur. Et le troisième, c'est une erreur qu'on veut toujours les négliger, même des fois, ce n'est pas tout à fait négligeable, mais c'est l'interaction de deux. On sait
vraiment pas quoi dire en général. En tout cas, il est là. Alors, ici, c'est ça que je vous montre pour, ici, la version 5.1, moins Ameriflex. Alors, vous savez, l'erreur totale qui est la somme, comme je viens de montrer, la somme de l'erreur de régime, l'erreur d'intensité et l'erreur d'interaction. C'est-à-dire, chacun de ces petites boîtes est la somme de la boîte ici, par exemple, est la somme de cette petite ici et cette petite ici. Okay? C'est la même chose pour chacune de ces boîtes. Ce qu'on voit très rapidement, c'est que l'erreur totale est fortement déterminée par l'erreur de l'intensité. Alors, il semblerait avoir, on est souvent, les modèles, ce qu'ils nous disent, c'est les modèles sont souvent dans les bons régimes, mais quand il est dans les bons régimes, en fait, ils produisent des flux qui ne sont pas tout à fait corrects. En particulier, on voit que pour des rayonnements nets très forts, on a une surestimation quand le flux de chaleur latente est relativement faible et on a une sous-estimation quand le flux de chaleur latente est très fort. On peut encore les répartir, et j'arrive vers la fin, on peut encore les répartir selon les graphiques précédents nous montraient quand on utilisait toutes les données. On peut maintenant prendre un sous-ensemble de ces données-là, par exemple en disant, OK, donne-moi seulement quand c'est le jour, c'est-à-dire quand le short wave, il est positif. Et en fait, on voit bien qu'on obtient pas mal le même résultat qu'avant. Pas mal les mêmes résultats qu'avant, mais c'est un tout petit peu exacerbé comparé à avant. Et si on demande que short wave soit égal à 0, c'est-à-dire maintenant c'est la nuit, alors dans ces cas-là, en fait, on observe des erreurs qui sont assez différentes. C'est toujours le cas, au moins pour cette version du modèle, c'est toujours le cas que les erreurs totales sont dominées par les erreurs de l'intensité. Mais on voit bien que maintenant, en fait, les erreurs les plus importantes se sont données pour des rayonnements nets très, très faibles. Et juste pour finir cette partie, en fait, je vous montre 3 simulations différentes. En fait, ce que j'ai fait, et quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que on pourrait obtenir une erreur totale qui à chaque point est 0, mais en avant des erreurs très fortes dans les autres termes. Par exemple, vous pouvez compenser complètement une manque de fréquence avec une intensité trop forte. Si vous faites ça, l'erreur totale ici va être 0, mais les erreurs d'intensité et fréquence vont avoir un signe opposé qui est complètement, une magnitude qui est la même avec un signe opposé. Alors, ce que des fois c'est plus intéressant de définir l'erreur, c'est pour éviter ce type de compensation, c'est on fait la valeur absolue pour chacun de celui-là et on somme ces 3. Celui-là, s'il est très différent de celui-là, de la valeur absolue de l'erreur totale, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de compensation. C'est ça que j'ai fait ici, et je l'ai fait pour 3 versions du modèle. Un qui est GEM 50 couplé avec ISPA, et après, on a le CRCM6 avec GEM 5.0 et le CRCM6 avec GEM 50. En fait, ce qu'on voit, si on fait la moyenne sur tous les lignes, par exemple, on a des 32 points quelques pour les modèles, pour le CRCM6, et en fait, la version du modèle qu'on utilise de GEM dans ces cas-là semble avoir très peu d'influence. Dans l'erreur totale, ces 2 choses, ils sont pas mal la même chose. Mais si on regarde par exemple avec ISPA, en fait, on a des valeurs de l'ordre de 40 qui sont substantiellement plus fortes que celles qu'on obtient avec classe. Alors, il semblerait qu'il y en a au moins certaines compensations d'erreurs plus fortes dans ISPA que classe. Alors, il semblerait que classe améliore le flux de chaleur sensible avec cette perspective-là. Alors, quelques conclusions, je rappelle, sont vraiment préliminaires. Ces travaux ne sont pas finis du tout. Alors, voilà, ça peut changer un peu. Mais Ameriflex fournit des mesures des variables non traditionnelles qui permettent d'évaluer des modèles météo-climat, parce qu'on pourrait faire la même chose avec un modèle météo. Un tout petit peu d'une perspective un tout petit peu plus processus physique.
les résultats semblent suggérer quelque chose qu'on connaît et de bonnes performances peuvent être obtenues avec de mauvaises raisons. Et quelque chose qui est intéressant d'utiliser des variables qui sont non traditionnelles, c'est qu'on n'a pas pu tuner ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a calibré les modèles pour reproduire. Alors, ce sont peut-être des variables un tout petit peu plus qui vont nous dire des choses plus authentiques par rapport aux erreurs des modèles. Et je pense qu'en général, ça montre le potentiel de ces mesures d'Ameriflax pour évaluer les modèles. Deux choses, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez accéder aux données d'Ameriflax. Il y a pas mal de boulot pour mettre ça, pour rendre ça comparable au modèle. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous cherchez un stage postdoctoral. On a un poste ouvert et on cherche des gens. Alors, je vous remercie pour votre attention et voilà. Écoute, excellent. Si vous avez des questions à l'interne ou à l'externe, on va afficher. Je vais lever la main si vous avez levé. C'est qu'il y a pas mal de travail pour comparer et tout. Par exemple, je ne sais pas à quel point c'est technique, mais mettons les tours quand ils mesurent les flux, la hauteur à laquelle ça se produit versus le modèle, est-ce que c'est comme un détail technique? OK, c'est une très bonne question. Pour la vitesse de vent, il faut qu'on corrige ça. Effectivement, ce n'est pas toujours la même hauteur. Nous, on pense que tous les mesures sont faites à 10 mètres, mais là, en pratique, ce n'est pas le cas. Mais on a l'information de où sont les instruments, à quelle hauteur sont les instruments. Alors, on peut aller et corriger, comme on a les paramètres de stabilité. On peut supposer une certaine fonction de stabilité, on les corrige comme ça, pour les vents. Pour les flous, on ne les corrige pas. L'hypothèse générale, c'est que dans la couche de surface, les flux sont constants. C'est une hypothèse qu'on fait toujours en couche limite. La couche de surface, quelle est la hauteur? Bon, c'est quelque chose qui varie, mais 30-40 mètres. Alors, en gros, on ne corrige pas les flux pour la hauteur où la mesure des covariances a été faite. Question avec Luc, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Merci, Alexandro, pour ta très intéressante présentation. Dans ton expérience sur les vents, les distributions de probabilité que tu obtiens, ils semblent présenter comme une bimodalité, c'est comme si c'était un mélange là, de lois de probabilité. Là. Il y a comme deux bosses. Et puis, je me posais la question, un peu naïvement, probablement, là, si, en fait, comment on pourrait expliquer ça? Est-ce que c'est le fait qu'on mélange des observations puis des simulations de diverses régions ou de différents types de simulations ou qui peut expliquer ça? Ça, c'est ma première question. Puis, dans la deuxième question, le cas échéant, est-ce qu'on ne devrait pas séparer ça pour calculer les biais? Parce que peut-être que les biais sont variables dans les deux sous-populations, si tu veux. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que la PDF qu'on obtient en utilisant toutes les données et la superposition des PDF, par exemple, on les voit bien quand on sépare des cas stables et cas inestables, la PDF qui résulte, elle est très différente. Alors, le pic, il est à différentes valeurs de la vitesse. Alors, clairement, ça peut donner un double pic quand en fait, c'est relié aux différents processus ça peut être aussi relié, comme tu as mentionné, au fait qu'on a qu'on mélange des stations, qu'on mélange des saisons. C'est certain que c'est ça. Après, comment séparer ça ou séparer en sous-groupes? Tout à fait. On fait ça souvent en utilisant en séparant par exemple par saison, par régime je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder plus en détail, mais oui, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Okay. Merci. Oui, très intéressant, Ali. Parce que dans le modèle atmosphérique, dans son point de grille, il n'est pas fait pour représenter l'observation. Okay? Dans son point de grille, il a une fraction d'eau, une fraction de lac, une fraction de végétation, une fraction d'arbres, une fraction de champ.
Tu vois où je m'en vais. Tout à fait. Et toi, quand tu compares, tu mélanges tout ça. Ouais. Et puis, surtout pour les vents, on sait que ça ne fonctionne pas. Fait que là, ce que tu regardes dans. Et puis dans les flux aussi. Dans les flux, c'est encore plus fort. Si ta tour est au-dessus d'un champ ou de l'herbe, souvent, ben là, il faut que tu regardes dans classe, ce que classe produit au-dessus de l'herbe. Parce que là, si tu mélanges tout, en tout cas, comment vous traitez ça? Et puis, il y a différence de topographie. C'est-à-dire que j'ai vu que tu avais des tours dans les montagnes. Ouais. Si tu as une différence de topographie, là, il y a plus. Tu l'as bien montré, le Z0. Le Z0, lui, il dépend de la végétation. Surtout à 2,5, tu n'as plus beaucoup d'effets de topographie. En tout cas, bref, tu as une moyenne de vent. Ouais. OK. Au niveau du type de sol, on va commencer par celui-là. Effectivement, ça changerait énormément si on a de la végétation ou on a de l'eau, par exemple. La plupart des points, on a fait certains tests de sensibilité. Une chose que probablement on va finir pour faire, c'est qu'on prendra la fraction qui est seulement des terres. Parce que ça simplifie pas mal l'interprétation déjà. Mais on a déjà regardé des différences. Et la plupart des points qu'on considère, en fait, ils sont à 95% de la terre. Alors, cet effet, il n'est pas très important pour l'eau. Mais là, tu as plusieurs types de végétation dans le même point de vue. Oui, mais OK. Et c'est là l'intérêt qu'on ne regarde pas station par station. En gros, un tout petit peu l'idée de prendre une trentaine de points, c'est que, oui, probablement, parce que même si tu prends une végétation donnée, très probablement la végétation qui est dans les modèles est très différente de celle qui est vraie. Alors l'idée, c'est de ne pas comparer une à une, mais de tout mélanger justement parce que des fois, peut-être tu as une végétation qui est trop haute, des fois trop petite, alors que tu un peu filtres un peu ces erreurs-là. C'est un peu l'approche. Parce qu'une à une, effectivement, je pense que les résultats vont dépendre très fortement des aspects locaux qui même, bon, Olivier regarde pas mal ça, les données d'entrée pour définir la couverture du sol. On a des erreurs, je pense, très importantes à ce niveau-là. Moi, j'ai une question parce que pour moi, les schémas de surface se sont faits pour bien représenter le partage de l'énergie disponible au sol entre le flux de chaleur sensible et le flux de chaleur latente. C'est le rôle principal. Donc, puisque ça détermine la température à la surface. Donc, pour arriver à ça, il faut que tu, par exemple, Pierre a dit que la végétation est importante, et vraiment c'est important. Il faut que tu trouves dans tes analyses des endroits où la végétation dans classe est la même comme dans les observations. Parce que dans Ameriflux, tu as une information de végétation. Quel type de végétation? Donc, si tu compares, par exemple, une point dans le modèle qui est sol nu, mais ça ne veut rien dire. Et dans la réalité, tu as une forêt boréale, et ça ne marche pas. Donc, tu ne vas pas comprendre comment ton schéma, est-ce que ton schéma de surface est bon en réalité. Donc, toi, ce que je comprends, tu prends LE est comme bon par définition, mais puis après, est-ce que ça donne, si tu as le réellement bon, puis elle est bon, est-ce que ça donne le flux de chaleur sensible bon? C'est normal que ça va être bon si l'idée d'avoir le partage qui est bon. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si j'ai compris la dernière partie. Il faut avoir un schéma de surface qui a un partage réellement net entre les deux flux. C'est ça l'idée d'un schéma de surface qui est bon. Mais c'est un peu c'est pour ça qu'on regarde pour des fixes LE et des fixes rayonnement net. Et tu veux voir si tu as la bonne chaleur sensible. Il faut avoir le partage entre les deux. Si tu as rayonnement net. Si le partage il est bon, ton rayonnement sensible, il faut qu'il soit bon parce que si tu as les bons LE, alors une fois que tu fixes un, tu dois fixer l'autre.
c'est ça, mais, Mais en fait, il faut pas ça- le fixer, il faut le laisser à... non, mais justement, le fait que tu as des erreurs, ça veut dire que le partage n'est pas bon. Peut-être que je vous inviterai à discuter après. Juste vérifier s'il y a d'autres questions à l'externe. Parce que ben, je ne vois pas de main levée, là. Sinon, on va arrêter le partage. Mais on peut continuer la discussion ici, peut-être. Fait que merci encore, Alejandro.